Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon analyse réflexive sur la dysorthographie et le TDAH dans le cadre du cours didactique 733. Et voici ma table des matières. Je suis donc enseignante à l'éducation aux adultes. Et je travaille à Papineauville et au centre La Cité à Masson-Angers comme enseignante en anglais langue seconde. Et ma clientèle, c'est une clientèle adulte. On s'entend que c'est 16 à 35 ans, plus ou moins. C'est sûr que ça prend un minimum de 16 ans pour être à l'éducation aux adultes. Et juste pour vous donner une petite idée de notre bilan qu'on a fait cette année en orthopédagogie, sur 150 élèves, il y en a 34 qui ont des suivis en orthopédagogie et 50 qui ont un dossier d'aide. Donc, c'est quand même assez important comme statistique. Donc, qu'est-ce que la dysorthographie? La dysorthographie est un trouble spécifique de l'acquisition et de la maîtrise de l'orthographe, caractérisé par une difficulté de reconnaissance, de compréhension et de reproduction des symboles écrits et de l'écriture évidemment particulier. La dysorthographie peut être révélatrice d'une dyslexie non diagnostiquée ou partiellement compensée. C'est ce qui arrive souvent chez les adultes aussi. Un dyslexique est souvent dysorthographique, mais un dysorthographique est nécessairement pas dyslexique. Quand même important à souligner. Donc, je voudrais aussi mentionner que tous les élèves qui ont une problématique qui affecte leur cheminement scolaire ont un dossier d'aide. Donc, soit que ça peut être de nature physique, psychologique, académique ou comportementale. Là. Et ça se peut aussi qu'il y ait comorbidité. Ça, c'est-à-dire qu'il y a un élève peut avoir plus d'un trouble ou difficulté. Donc, quelles sont les caractéristiques de la dysorthographie? Tout d'abord, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Il y a des difficultés à l'écrit, c'est sûr, et semblables à celles du dyslexique. D'autres anomalies particulières à la mise à l'écrit, que l'on nomme aussi encodage. Il y a des erreurs de copie de mots, des économies de syllabes, du découpage arbitraire de mots et des omissions, ainsi que des mots soudés. Des fautes de conjugaison, de grammaire et d'analyse. Donc, par exemple, d'économie, un exemple d'économie de mots, semblable versus semble, exemple de découpage légumes ou s'élance, tout en un mot, omission, bébé, ça serait que 2 lettres, ou liberté, il manque donc le E, et le R et l'accent aigu à la fin. Des mots soudés, l'image ou son nez en un mot. Les manifestations maintenant du dysorthographique, ils ont une bonne capacité d'apprentissage, mais seulement si le personnel enseignant passe par une autre modalité que par l'écrit. L'étudiant peut également sauter des lignes, effectuer un aller-retour entre le tableau et sa feuille. Il peut avoir la difficulté à recopier un texte sans erreur. L'étudiant met des mots, des parties de mots. La mise en page est irrégulière. La difficulté à différencier la nature des mots, c'est-à-dire le nom, l'adjectif, le verbe, une confusion du genre et du nombre entre la nature et la fonction des mots. La ponctuation est quasiment inexistante. C'est méconnu finalement. Aussi, il y a aussi des problèmes d'intonation qui ne correspondent pas toujours au sens non plus que l'on veut donner au texte. Donc, l'élève a de la difficulté à décoder, a une faible compréhension et, de toute évidence, est plus à l'aise à l'oral. Donc, les forces identifiées maintenant, les choses que je fais en classe avec les élèves, c'est de leur donner des instructions courtes et précises, puis sur un seul sujet à la fois.
Donc, on fixe des buts à court terme. C'est vraiment important. On utilise du matériel concret. On fait des travaux oraux. On favorise les travaux à l'oral plutôt qu'à l'écrit. On leur donne du temps de plus pour faire les tâches. Pour faciliter la prise de notes, souvent j'accepte même qu'on enregistre mes cours ou qu'on prenne des photos de ce que je vais faire au smartboard. Donc, il faut aussi utiliser le dictionnaire de façon favorable et aussi sous toutes ses formes, informatisé, électronique, visuel, phonétique. Et choisir un dictionnaire aussi où les mots sont mis en évidence, par exemple imprimés d'une autre couleur, ça aide beaucoup. Un truc que je fais aussi, c'est séparer le dictionnaire par ordre alphabétique. Ça peut vraiment aider l'élève à se retracer là-dedans. Donc, l'importance aussi d'un matériel pédagogique présente des textes de complexité variable pour une même thématique. C'est sûr qu'il faut que ce soit clair, précis, court et le plus simple possible, mais on peut comme augmenter le niveau de difficulté aussi. Donc, le matériel doit surtout être clair et aéré. Donc, les difficultés ou les limites, pour moi, c'est l'aide technologique pour le dysorthographe. C'est-à-dire que en classe, on a un nombre limité d'ordinateurs. Même si les élèves ont un dossier d'aide depuis longtemps, manque beaucoup d'entraînement à se servir des technologies comme la synthèse vocale, les prédictions de mots, le correcteur, les dictionnaires électroniques, les dictionnaires orthographiques, exerciceurs. Pour moi, c'est le défi d'assurer un suivi avec ces élèves-là, alors que souvent, ils sont pas très au courant eux-mêmes comment les utiliser. Donc, ce serait finalement parmi mes pistes d'amélioration aussi. Donc, les adultes vivant avec un trouble spécifique comme la dysorthographie ont besoin de beaucoup de rappels, d'encouragement. Ils ont besoin de se responsabiliser, d'encadrement, de routine, de support visuel, mais surtout d'un lien avec l'enseignant. C'est très, très important. De toute façon, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus important, de créer un lien d'appartenance avec l'école, avec l'enseignant et aussi, de toute évidence, avec les coéquipiers d'école. Maintenant, le TDAH, qui est un trouble du déficit d'attention et d'hyperactivité. Donc, la définition, le TDAH est un mode persistant ou d'hyperactivité, impulsivité. C'est un trouble neurologique qui se manifeste dès l'enfance. L'élève ayant un trouble à se concentrer ou a de la difficulté à maintenir son attention ou à se concentrer. Il a de la difficulté à terminer une tâche à moins que celle-ci ne l'intéresse ou ne l'excite particulièrement. Leur impulsivité leur fait accomplir des choses trop rapidement sans réfléchir. Ces élèves sont souvent désorganisés. Donc, les caractéristiques d'une personne ayant un TDAH, il y en a 3. L'inattention, première des choses, difficulté à planifier son travail, difficulté à s'organiser, difficulté à suivre une consigne, une directive de l'enseignant, une distraction par tous les bruits environnants, manque de compréhension manifesté par l'irritabilité ou la frustration. On oublie souvent des tâches, on oublie ou on perd notre matériel scolaire et donc ça crée du chaos. D'où l'importance d'aider ces élèves-là à être plus organisés. Donc, je vais vous en parler tantôt. L'hyperactivité et l'impulsivité. Donc, l'élève bouge fréquemment. Agitation du crayon aussi souvent, d'autres objets, on se lève. On a des difficultés à attendre son tour. L'élève peut interrompre souvent et imposer sa présence en classe, des fois de façon inappropriée. Intervention verbale à des moments également inappropriés. Répond aux questions avant même qu'on ait terminé de la poser. Se lève souvent, donc bouge beaucoup. Voilà le symptôme de l'hyperactivité puis de l'impulsivité.
Il y a la troisième caractéristique d'un TDAH, c'est la sous-réactivité. Donc, c'est le contraire. On a de la difficulté à sélectionner l'information pertinente dans un texte. On a une difficulté majeure à soutenir l'effort mental. C'est souvent un élève qui a une difficulté marquée à se mettre à la tâche. Il encode difficilement les informations, a une grande sensibilité à l'interférence due à un stimulus plus attrayant qu'il y a autour, d'où son incapacité à exécuter les tâches de façon simultanée. A une lenteur excessive aussi dans l'exécution des tâches. C'est lent. Tendance à être désorganisé dans son matériel de travail. Donc, c'est pas toujours évident. Les forces, c'est d'identifier des interventions que je fais en classe. Donc, je suis toujours en lien le plus possible avec l'élève. Donc, je maintiens un contact visuel, je me déplace vers lui ou elle lors des directives. Les consignes, je tente de les faire le plus claires et courtes possible. Je répète beaucoup. Je décompose les tâches en séries d'étapes successives. Je lui fournis une liste de choses à faire, genre pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine. Donc, des objectifs encore à court terme. Je commence toujours par des activités structurées, puis je termine avec une qui l'est un peu moins. Parce que là, quand on a notre air d'aller, on dirait que ça va un peu mieux. On effectue des interventions positives plutôt que négatives. C'est sûr que si on embarque dans l'impulsivité du moment, on perd l'élève et on crée du stress dans la classe. Donc, on veut toujours aussi maintenir une bonne communication avec l'équipe école qui sont là pour nous aider aussi, nous les professeurs, ainsi que l'élève qui a une difficulté avec, comme par exemple le TDAH. Donc, aussi, on veut entretenir des liens avec même les services externes dans le cas où on a de l'anxiété ou de l'angoisse qui se développe par rapport à ça. Les difficultés ou les limites des interventions. Finalement, mettre au point un modèle de gestion de comportement. Je trouve ça difficile de finalement trouver une façon de faire au niveau de la gestion du comportement. J'ai de la difficulté aussi où je suis limitée à amener l'élève à gérer lui-même son comportement. Je crois que tout ça, je n'y arrive pas. Et le stress que cela peut créer en classe. Donc, de là, ce sont vraiment les difficultés que je retrouve le plus. Et d'avoir du temps aussi pour ces élèves-là, lorsqu'on a plusieurs élèves qui dans la classe qui ont donc chacun leur problème, ou il y en a qui en ont moins, mais quand même, ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'apprendre. Donc, c'est difficile de gérer parfois un élève ayant les caractéristiques d'un TDAH ou d'une dysorthographie, par exemple. Donc, les pistes d'amélioration, je crois que je vais essayer de faire plus, c'est le modeling visuel, puis les jeux de rôle. L'importance d'être en interaction, surtout orale aussi avec les élèves, sont d'excellentes façons d'aider ceux-ci à se rappeler les directives puis à modifier aussi leur comportement à cause du modeling. Donc, on voit comment les autres sont, on essaie de s'ajuster parce qu'on a un lien d'appartenance déjà avec la classe et on a un bon lien avec le professeur. Utilisation des cartes d'organisation d'idées, MapMind, on l'a vu dans notre cours aussi, il y en a d'autres, FreeMind par exemple. Il faut aussi qu'on ait justement la disponibilité d'ordinateurs ayant les logiciels d'aide à la rédaction avec WordQ, tout ça, les logiciels de traitement de texte, Write Out Loud, donc texte oral, disponibilité de services d'orthopédagogues et de TES. Moi, je suis très chanceuse. Dans mes centres, on a une très, très belle équipe, très présente, très présente justement pour nous aider, ainsi que les élèves. Et il faut organiser sa classe aussi. C'est clair qu'il faut avoir un endroit propice pour que ces élèves-là s'adaptent bien à la classe et puissent avoir un petit coin à eux pour se concentrer, pour les aider à réussir dans leurs apprentissages. Je crois que des ateliers d'aide pour les élèves aussi peut toujours aider. Je sais qu'on organise beaucoup d'activités ici à l'école. Par exemple, on fait des ateliers sur la cuisine avec eux, sur comment gérer leur stress aux examens, par exemple.
et aussi la formation continue pour les enseignants